Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour parler du luxe, de la mode, mais surtout comment avoir le bon vocabulaire. Vous êtes très nombreuses et très nombreux à m'envoyer des messages, à me poser plein de questions, et c'est vrai que des fois il suffit de quelques mots pour passer à côté de la chance de sa vie d'intégrer dans une maison de luxe. Donc c'est parti! Avant de commencer la vidéo, n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram, c'est vraiment là qu'on peut échanger, qu'on peut discuter, vous poser vos questions, que vous regardez mes nouvelles publications, bref, tout se passe là-bas. Vous pouvez également me rejoindre sur 21 Buttons, c'est là où je vais vraiment mettre les liens des articles que j'achète. Et enfin, vous pouvez me rejoindre sur YouTube, liker la vidéo, partager ma chaîne. Vraiment, ça me fait super plaisir. On est déjà 3000 abonnés, donc vraiment, bisous à vous tous. Pour rentrer dans le vif du sujet, donc c'est vrai que je reçois beaucoup de messages, je dis ça, j'aimerais travailler dans la mode, j'aimerais travailler dans le luxe, et les vocabulaires et les mots que vous utilisez ne sont pas toujours les bons et ça fait énormément la différence. Le milieu du luxe est un milieu quand même assez fermé, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'appelés, peu d'élus. Pourquoi? Ça joue à énormément de choses, hein. Je vous ai fait une vidéo sur comment intégrer ce secteur-là, donc en entretien, au niveau des diplômes, au niveau de la posture, mais je vous ai déjà parlé de nombreuses fois du vocabulaire plutôt soutenu qu'il faut utiliser. Il y a surtout des mots à ne pas utiliser et des mots à utiliser. C'est vraiment un dictionnaire du luxe, donc je vais vraiment vous donner ces mots clés. Déjà, une des questions que je vais poser en entretien, c'est pour vous, qu'est-ce que le luxe? Et très souvent, on me dit, le luxe, c'est Chanel, le luxe, c'est vraiment la mode, et en fait, il ne faut pas confondre luxe et mode. Ce sont vraiment deux choses différentes. Le luxe n'est pas un secteur, c'est ce qu'il se fait de mieux dans chaque secteur. Donc comme je vous l'ai dit dans d'autres vidéos, on peut très bien vendre des pneus et être dans le luxe. Vous voyez, c'est vraiment l'excellence. Et d'ailleurs, luxe rime avec excellence. Donc il faut vraiment que vous mettiez en tête que le luxe n'est pas forcément la mode, et donc quand on va vous poser la question qu'est-ce que le luxe pour vous, on va vous demander de parler d'émotion, on va vous demander de parler de prestige, d'expérience. C'est vraiment des mots qui vont de pair avec le luxe et c'est ce qu'on souhaite entendre en entretien. Idem, souvent on me dit le luxe, parce que je vais également poser comme question qu'est-ce qui caractérise le luxe, et vous allez me dire c'est quand c'est super cher. Alors déjà, tout ce qui est cher, super cher, tout ce qui va être superlatif, vous oubliez. C'est pas parce que vous allez utiliser des superlatifs type c'est de super qualité, c'est trop bien, c'est pas du langage qui va être adapté à l'univers, donc c'est plutôt du langage à proscrire, et ce n'est pas parce que quelque chose est cher que c'est forcément du luxe. Donc ce qui va caractériser le luxe, c'est justement pas que ça, mais c'est ce que je vais vous dire tout au long de cette vidéo. Avant tout, le luxe, on va parler d'héritage. C'est pour ça que je vous embête souvent avec l'histoire. Quelle est l'histoire des marques? J'aime bien, c'est des choses que j'aime bien vous raconter, mais c'est aussi ça qui va faire la pérennité d'une maison de luxe et qui va vraiment lui donner son prestige, son aura. On va parler également de savoir-faire. Le savoir-faire est une des clés qui va définir justement le luxe. On a la chambre syndicale de la haute couture par exemple qui va justement définir ce qui est de la haute couture et ce qui ne l'est pas. Donc le savoir-faire est important. On ne peut pas se permettre d'avoir des pièces dont la qualité est médiocre et que c'est une marque de luxe. Voilà, ça ne fonctionne pas, c'est complètement antagoniste. Il y a également une histoire de temps. Donc je vous invite par exemple à suivre Christian Dior ou Chanel qui partagent souvent des vidéos YouTube uniquement sur le savoir-faire, sur comment ils vont créer un sac iconique, et vous avez justement cette notion de temps. Vous voyez qu'il faut plusieurs heures pour concevoir un sac, pour concevoir une paire de chaussures, et donc la notion du temps, de la patience, de la minutie est très importante. On parle également d'artisanat. Souvent en commentaire vous allez me dire mais Mélissa, pour moi le must-have en maison de luxe c'est Hermès. Alors oui et non, c'est encore une fois quelque chose de très personnel. Par contre, ce que je pourrais vous dire sur Hermès, c'est qu'en termes d'artisanat, effectivement, ils sont quand même très bien classés. Artisanat, ça fonctionne avec artisan et ça fonctionne donc avec l'art. Il y a vraiment cette histoire que vous avez l'artiste qui va faire un dessin, qui va faire un croquis, qui va avoir la pensée,
et l'artisan qui va avoir le savoir-faire, le faire. Donc on peut également par exemple parler du comité Colbert. Donc le comité Colbert, c'est un comité qui va regrouper toutes les maisons de luxe. Donc par exemple, si vous avez une question en vous disant mais je sais pas si c'est du luxe ou pas, vous pouvez également vous renseigner auprès de ce comité qui va vraiment avoir tous les noms. Concernant la chambre syndicale de la haute couture, c'est plutôt pour la partie prêt-à-porter. Là vous saurez tout de suite en 2020 quelles sont les maisons de haute couture. Je vais également parler de rareté quand je vous ai présenté par exemple Suprême. Le luxe, c'est vraiment ce système de rareté, c'est-à-dire que je vais avoir une pièce que peu de personnes ou que personne ne va avoir. Et donc c'est également pour cela que certaines maisons de luxe vont augmenter leurs prix. Pourquoi? Effectivement, si les prix n'augmentent pas et que le pouvoir d'achat augmente quant à lui, qu'on a beaucoup plus de facilité à acheter du luxe, et eh bien ça devient plus commun d'acheter du luxe et donc la niche, en tout cas la cible d'acheteurs s'élargit. Et ça peut paraître très bizarre pour vous, mais vraiment le luxe ne souhaite pas forcément avoir énormément de clients. Ils veulent vraiment se réserver le droit de choisir les clients, comme le fait par exemple Hermès, et donc c'est pour ça qu'ils vont également augmenter le prix. C'est également pour des raisons économiques évidemment, mais c'est ce côté rareté, ce produit ne circule pas partout et donc il va être fort demandé. Par exemple, quand il lance de nouveaux accessoires ou de nouvelles tenues et qu'il vient de sortir et vous voyez qu'il est déjà sold out et qu'il est sold out pendant très longtemps, voire plusieurs années, sachez que c'est également un choix de la maison et que quand vous êtes client chez eux, vous pouvez obtenir ce sac un petit peu plus rapidement, ou en tout cas vous pouvez tout simplement obtenir ce sac. On parle d'émotion. L'émotion, c'est vrai que moi en entretien j'en parle énormément et souvent on me regarde un petit peu avec des grands yeux en me disant mais de quoi elle me parle la dame en face de moi. L'émotion, c'est qu'en fait quand vous allez acheter chez un Zara, chez du fast fashion, c'est vraiment fast fashion, c'est aussi du fast buy. En fait on va vraiment acheter rapidement, on s'en fiche de l'histoire, de toute façon il n'y en a pas, mais voilà, on va sur de la consommation. Dans le luxe, on va vraiment avoir ce côté, on veut passer un moment, on veut apprendre à connaître, on veut faire découvrir aussi la maison et on veut qu'il y ait de l'émotion chez le client, soit de l'admiration, soit un désir profond, soit justement vraiment de la joie, que sais-je, mais il faut vraiment que cette expérience ne rende pas le client complètement insipide. Il faut vraiment qu'il passe une expérience qui va être exceptionnelle. Dans le luxe, il y a la rareté, et donc la rareté fonctionne généralement avec le désir, avec le service, avec l'icône. Vraiment, ce sont des concepts qui fonctionnent ensemble. Donc la rareté suscite le désir, on a envie d'avoir ça, on a envie parce que c'est rare, parce que c'est beau, parce que justement c'est difficilement accessible, donc ça fait partie du rêve. Et donc c'est de là en fait qu'on va parler d'émotion. C'est qu'à partir du moment où vous rêvez d'une marque, voilà, on est sur une émotion qu'on va pas retrouver chez H&M, chez Sandro, chez toutes ces marques-là. Flagship. Je sais pas si je vous ai déjà parlé de flagship en vidéo, je sais plus, mais en tout cas dans mon quotidien c'est un nom que c'est quelque chose que j'ai dit tout le temps. Donc flagship, ça vient vraiment du mot anglais flag qui signifie drapeau, donc c'est avec la boutique vitrine. Et donc cela, que ce soit en fast fashion ou dans le luxe, c'est quelque chose qui est complètement, qui existe dans les deux domaines, et c'est d'ailleurs un terme plutôt retail. Donc retail, c'est la distribution d'un point de vue mode. Vous avez la distribution en termes de supermarché, mais quand on vous parle de retail, c'est vraiment retail mode. Donc que ce soit maroquinerie, prêt-à-porter, souliers, que sais-je. Et donc le flagship, par exemple, le flagship, donc la boutique vitrine de Nike, c'est sur les Champs-Élysées, comme celle de H&M, comme celle de Sephora. Et dans l'univers du luxe, vous avez également des flagships. Donc par exemple, le flagship de Gucci, c'est l'avenue Montaigne. Le flagship de Chanel, c'est rue Cambon. L'intemporalité. Donc l'intemporalité, c'est également quelque chose qui est primordial. Et c'est pour ça que chez Chanel, on a appelé un sac timeless. Vraiment, le côté, c'est intemporel. Ce qui va vraiment faire la différence entre le fast fashion et une marque de luxe, c'est la durabilité du produit. C'est-à-dire que vous allez avoir Vraiment dans le fast fashion, c'est vraiment de la surconsommation, on change, et ils s'inspirent beaucoup des marques de luxe. Les marques de luxe, oui, effectivement, elles vont innover, elles vont avoir des nouvelles collections, donc il y aura du changement. Mais vous allez toujours avoir ce système de pièces iconiques, c'est des pièces qui sont donc intemporelles, et il faut justement que cette marque au global soit intemporelle et que peu importe les années, et ben moi je porte je porte du Chanel, ma fille porte du Chanel, ma petite fille, voilà, vous avez compris un petit peu le principe. Donc c'est vraiment ce côté de durabilité, et c'est pour ça que l'héritage est important, parce que
à chaque fois on raconte une histoire de plus en plus étoffée. En entretien, il y a également des mots qu'il faut éviter. Donc moi par exemple, quand je vais faire un entretien pour de la vente ou même pour d'autres postes, je vais souvent faire une mise en situation. Donc une mise en situation, c'est un jeu de vente. Et dans le luxe, c'est quelque chose qu'on peut être évidemment amené à faire. Pourquoi? Parce qu'en fait la mise en situation, ça permet un petit peu de voir vos tics de langage, de voir si vous avez le langage approprié, si vous maîtrisez les codes du luxe. Et donc il faut que vous fassiez très attention. Par exemple en entretien, souvent vous allez me dire ouais, l'entreprise Louis Vuitton, aïe, on dit pas entreprise. Dans le luxe, on va vraiment dire une maison. À la limite une marque si c'est pas du luxe, mais en tout cas une maison. Ne dites pas entreprise, ne dites pas encore moins société. Et dans vos lettres de motivation, si vous faites ça, dites-vous qu'à la première ligne déjà c'est fini, c'est plié. Il faut vraiment que vous ayez ce langage-là. Pareil, vous allez avoir tendance à me dire c'est quoi votre budget pour ce sac, ou en fait on va parler de prix. Et dans le luxe, je sais pas si vous avez remarqué, mais on parle pas de prix. C'est pas quelque chose, c'est un peu tabou en fait, c'est un peu tabou. Donc on va vraiment pas parler de prix, encore moins lors d'un jeu de vente ou en vente. On va plutôt avoir des subterfuges. Par exemple, quand moi je suis en vente et que je forme, les gens me disent oui mais si je sais pas combien est là, je vais lui proposer quelque chose de disproportionné. Effectivement. Donc c'est pour ça que, par exemple, vous êtes vendeuse chez Louis Vuitton, vous êtes déjà cliente chez nous, ah oui, quels ont été vos derniers achats. Donc si la personne elle vous dit c'est un bracelet en cuir, vous savez que c'est autour de 150, 300 €, vous n'allez pas tout de suite lui proposer le sac Alma Bébé à 1300, 1500 €. Donc il faut vraiment user de subterfuges pour mieux connaître votre client. Déjà il sera ravi que vous lui posiez des questions, ça montre un certain intérêt, et puis vous risquez pas de faire de bourde. Pareil au niveau du client, c'est vraiment un invité, c'est moins le client et moi, mais c'est vraiment un invité, il faut qu'il se sente chez lui. C'est pour ça qu'on va vous proposer un café, un thé, du champagne en boutique. Il faut vraiment qu'il ait ce système de je suis à la maison, je suis détendue, je suis apte du coup à consommer. Et on va éviter le mot consommateur, c'est vraiment un client. Grande erreur que l'on fait, mais en même temps voilà, si on ne le connaît pas, c'est normal. On ne dit pas des chaussures, on dit des souliers. Ça c'est hyper important parce que ça montre vraiment une valeur différente. Par exemple, vous achetez des chaussures chez André, oui ce sont des chaussures. Vous achetez chez Louboutin, où il y a un atelier, où il y a un savoir-faire, où tout est fait à la main, non, ce sont des souliers. Également, donc moi c'est vrai que dans mon métier je suis polyvalente, je suis aussi bien sur la mode que sur les parfums et cosmétiques et sur les vins et spiritueux. Et souvent on me dit Mélissa c'est quoi des spiritueux, les vins et spiritueux? Et bien c'est effectivement de l'alcool, sauf que de l'alcool dans le luxe c'est pas du tout un mot que l'on va dire. Donc vins ce sont tout simplement les vins et les spiritueux ce sont l'alcool fort, donc tout ce qui va être cognac, bourbon, voilà toutes ces spécificités là. Et effectivement, ne dites pas alcool, c'est pas premium. Effectivement, toujours dans ce côté vocabulaire, ne dites pas des produits ou ça, c'est vraiment des pièces. En tout cas, dans tout ce qui va être cosmétique ou tout ce qui va être vin et spiritueux, vous pouvez tout simplement dire produit, effectivement. Mais dans la mode, non, c'est une pièce. Donc en anglais on dit items, mais c'est vraiment voilà, ce terme-là qui est à utiliser. Également, vous avez un autre terme, c'est la joaillerie et haute joaillerie versus la bijouterie. Donc généralement vous faites pas forcément les différences en termes de gamme, mais je vous en ai parlé justement dans une vidéo comment différencier le luxe du fast fashion, du premium, donc je vous invite à regarder cette vidéo pour avoir plus de précision. Mais effectivement, souvent vous allez me dire Tiffany c'est une belle marque de bijouterie. Non, c'est une marque de joaillerie et donc il y a toute une histoire de savoir-faire, de temps et de rareté, donc on retrouve, vous voyez, ce champ lexical du luxe. On va parler un petit peu plus du langage luxe, passons au langage retail. Donc c'est vrai que je vous ai parlé de flagship, donc flagship pour le coup c'est un mot retail, mais là je vais rentrer plus en profondeur parce que c'est vraiment un vocabulaire à maîtriser et à avoir, parce que vraiment vous pouvez vous retrouver parfois à ne pas comprendre ce que dit la personne en face de vous, donc ça peut être embêtant. Le langage retail est vraiment un langage très spécifique et qui est vraiment interne. C'est vrai que quand je vais discuter avec mes collègues, voilà, on va utiliser des mots et pour nous c'est clair, mais souvent en entretien quand je vais demander des choses, la personne va me dire je sais pas ce que c'est. Donc là je vais vraiment vous donner les mots clés, les mots qu'on utilise le plus souvent. La première chose à connaître, effectivement, vous avez donc les flagships, mais vous allez également avoir ce qu'on appelle par exemple des concept stores. Vous en avez beaucoup dans les grands magasins, des concept stores. Donc ce sont des boutiques
où on est vraiment regroupé autour d'un concept au global. Donc par exemple, vous allez avoir une marque qui va s'installer et qui va apporter son univers, et donc dans ces boutiques, vous allez pouvoir acheter de tout, jusqu'à par exemple de la food. Je pense que le meilleur exemple de concept store, c'est Citadium. Citadium, vous allez avoir du prêt-à-porter, des souliers, des bijoux, des clés USB, des bacs à glaçons, tout, plein de choses, des pop-corn, enfin, vous avez énormément de choses, mais il y a une unicité, ça va ensemble, on est autour d'un concept, on est dans le concept années 90, 2000, jeunes, le côté US, et donc c'est complètement ça un concept store. Après les concept stores, on va parler de pop-up. Donc qu'est-ce qu'un pop-up? Un pop-up store, un pop-up, c'est vraiment le côté éphémère. Un concept store n'est pas forcément éphémère, mais un pop-up, si. Ça va être par exemple un corner. Corner, par exemple, c'est également un autre mot retail. Vous allez avoir une boutique et vous allez avoir un coin, un corner, dédié à une marque, une nouvelle marque. Par exemple, vous allez aux Galeries Lafayette ou au Printemps, vous allez avoir plein de corners de marques. Vous allez avoir des corners cliniques, Saint-Laurent Beauté, et ça peut être également en mode. Et donc le pop-up store, c'est également un corner, mais cette fois-ci c'est un corner éphémère. Et pop-up, généralement, ça sous-entend qu'il y a une animation, il y a un petit truc en plus pour attirer. Le but de ces pop-up, c'est de faire connaître la marque au plus grand nombre pour pouvoir avoir une boutique en propre. Pareil, boutique en propre, qu'est-ce que c'est? C'est une boutique, une vraie boutique, pour le coup c'est pas un corner, et qui est gérée à 100% par la marque. Vous avez les franchisés, les affiliés que je vous présenterai dans d'autres vidéos. Qu'est-ce qu'une collection capsule? Donc une collection capsule à ne pas confondre avec les collections croisières. Les collections croisières, c'est vraiment réservé à l'univers du luxe et c'est plutôt en été. En fait, c'est une collection un peu avant l'été. Donc vous avez toujours vos collections automne-hiver, printemps-été, donc avec les Fashion Week associés, mais vous avez également des défilés croisières et c'est généralement plutôt à la plage. Voilà, c'est un univers, enfin c'est une ambiance un petit peu particulière, ça a été créé, c'est assez ancien, mais vous avez ce système-là. Dans le secteur premium fast fashion, à l'inverse, vous avez les collections capsules, c'est un petit peu la même chose. Vous avez les grandes collections automne-hiver, printemps-été, mais vous avez des capsules avec des éditions généralement limitées et c'est en dehors de l'esprit général de la collection de cette saison. Souvent vous me dites, mais tiens Mélissa, c'est marrant, là il y a des sacs Valentino à 70 € et toi tu nous parles de sacs Valentino à 1004. Alors vous avez Valentino Garavani, donc Valentino Garavani c'est la marque de luxe et vous avez Valentino un peu plus accessible. Pareil, vous allez avoir Versace, donc la marque de luxe Versace, et puis vous allez voir Versace Jeans ou Versace Couture. Et vous allez avoir Moschino, Moschino normal et Moschino Jeans ou je crois que c'est Love Moschino, ouais c'est ça. Et en fait vous allez me dire mais c'est bizarre, c'est pas les mêmes prix, donc pourquoi s'embêter à acheter des marques de luxe super chères alors que là je peux avoir un sac à 100 €. Alors, ce ne sont tout simplement pas les mêmes lignes. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est la même marque, ou en tout cas c'est le même groupe, mais c'est pas la même ligne, c'est-à-dire c'est vrai, en fait c'est un peu comme si c'était pas la même entreprise, c'est-à-dire qu'ils ont déposé leur nom parce que leur nom ça donne envie, mais c'est pas du tout la même qualité, c'est pas le même design, il n'y a pas les mêmes lignes au niveau de la coupe, on retrouve pas les systèmes iconiques, les matières ne sont pas premium, on est généralement sur des sacs synthétiques, hein, on n'est pas sur du cuir, attention si vous achetez vraiment ces secondes lignes plus accessibles, on n'est pas sur du cuir. Donc vaut mieux se diriger vers une marque de luxe premium qui va être à peu près du même acabit, en tout cas du même prix, mais qui elle sera en cuir et donc plus durable. Et donc vraiment on va utiliser l'aura de la marque, mais ce n'a rien à voir, c'est pas du tout la même ligne, c'est pas du tout la même chose. Quand on va concevoir une collection en mode, vous avez un directeur artistique et il a effectivement des associés, je vous parlerai également des différents métiers en mode dans une autre vidéo, et donc le directeur artistique et son équipe, ils vont créer ce qu'on appelle un mood board. Donc un mood board, c'est un tableau de ses émotions, de son humeur, voilà, en français c'est un peu ce que ça donne, mais en gros, dans ce tableau, je schématise, mais c'est un peu ça, on va mettre toutes ces inspirations. On va mettre par exemple, ça peut être un print. Donc un print également c'est un mot retail. Le print c'est un imprimé. Par exemple, souvent en mode il est créé d'ailleurs. C'est eux qui vont créer le print. Et donc on va coller ça avec des photos de militaires, avec un peu plein de photos pour créer la collection. Donc ça c'est vraiment ça un mood board. Donc ça existe
aussi bien dans le luxe que dans le retail. Là j'ai regardé un reportage très récemment sur Kiabi et pourtant voilà, Kiabi est une marque vraiment de fast fashion mais qui a un mood board qui va s'inspirer de plein de choses. Donc là j'ai vu dans le reportage qu'il s'était inspiré de l'été, du naturel, de l'écologie mais également du mouvement Black Lives Matter. Donc vraiment ça s'inspire de plein de choses et ensuite vous avez un vêtement ou en tout cas un soulier, peu importe, qui va ressortir de ce mood board. Je vous ai parlé de retail, mais vous avez également ce qu'on appelle le wholesale. Donc qu'est-ce que vous allez me dire? Il y a encore un truc à apprendre. Donc le retail, c'est quand la marque va gérer en propre, donc va gérer directement ses corners, ses produits, ses équipes également. Et le wholesale, c'est de la redistribution. Par exemple, comment je pourrais vous donner un exemple? Par exemple, moi j'ai une marque de luxe, enfin une marque de prêt-à-porter et j'ai pas les capacités financières pour avoir ma propre boutique. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais contacter les Galeries Lafayette ou le BHV et je vais leur dire bah écoutez, j'ai ma marque de chapeau là de luxe et ça marche bien sur internet et j'aimerais implanter quelques produits chez vous. Donc la marque me dit, enfin les galeries me disent bah oui, avec plaisir, etc. Bah là en fait je ne fais pas de management, donc la vendeuse qui va vendre sur mon pop-up store, ben c'est pas moi qui la gère, c'est plus mes stocks, puisque du coup les Galeries Lafayette vont acheter mes stocks, donc je gère plus grand chose en fait. Moi j'ai une com, j'ai du bénéfice, mais c'est plus vraiment à moi et on a une relation vraiment fournisseur-redistributeur, et donc c'est ça en fait le wholesale. Qu'est-ce qu'un showroom également? Par exemple sur LinkedIn vous pouvez voir des personnes qui sont responsables showroom, donc showroom c'est une pièce où on montre. Et souvent ça marche comme ça avec le wholesale, c'est-à-dire que vous allez avoir une marque qui va exposer un showroom, donc c'est pas du tout une boutique, c'est vraiment, généralement c'est plutôt au siège social, donc comme je vous ai fait la vidéo sur McAllister où je vous parle des showrooms, donc il va vraiment présenter les produits et souvent vous allez avoir des fournisseurs qui vont dire bah tiens ce sac là moi je sais que ça peut intéresser mes clientes ou mes clients, cette paire de chaussures, etc. Donc c'est vraiment le showroom, c'est le but c'est de montrer aux boutiques, de montrer aux potentiels clients, mais pas client final, vous, c'est client fournisseur, les grands magasins, les petites boutiques indépendantes, donc c'est vraiment ça un showroom, c'est vraiment à pur but commercial, mais B2B et pas B2C. Pareil, qu'est-ce que ça veut dire B2B? Bah, c'est business to business, donc en gros c'est des professionnels qui travaillent avec des professionnels, et B2C, business to clients, donc c'est des professionnels qui traitent directement avec des clients, donc on est sur la vente directe. Donc voilà pour tous ces vocabulaires à apprendre quand on veut travailler dans le luxe et dans la mode. J'espère que ça a été clair, il y a eu beaucoup de choses à apprendre, donc j'espère que vous n'avez pas une tête comme ça, mais en tout cas si vous avez d'autres questions n'hésitez pas à me demander en commentaire, j'y réponds avec plaisir, ou alors sur Instagram. Donc dites-moi vraiment ce que vous avez pensé de cette vidéo. En attendant je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.